Bonsoir. Le rapport final de la 5e phase du dialogue politique ivoirien a été livré le vendredi 4 mars 2022. Que pouvons-nous attendre de ce processus? Eh bien, on en parle en tout début d'émission. Et ce soir, il sera question de la relation entre les femmes et la finance. Nos invités, j'insiste, du talk, sont Mariam Dibo, elle est directrice générale d'Advance Côte d'Ivoire, et Mariam Krao Diaby, elle est experte en crime économique. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oye, j'ai reçu mon nouveau stylo. Je crois qu'il fallait que je... Fallait le montrer. Exactement, vous avez bien compris. Oye, disais-je, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. C'est une semaine que nous vous souhaitons des plus agréables. Hein. Une semaine fructueuse, une semaine de paix, une semaine de dialogue, une semaine de partage, une semaine d'amour, une semaine... rose. Yeah. Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Je commence par vous ce soir, je ne sais pas pourquoi. Il y a une... Bonsoir Brice, bonsoir. Avec Alain, nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de retourner sur nos traces, c'est ça? Exactement. Voilà, les traces du passé. Exactement. L'affaire d'Historia, on dit. Oui, c'est ça. Je dis ça, je dis bien. Ce serait bien quand même de nous dire quelles sont ces traces. Hein. Ouais, parce que j'ai loupé quelque chose. Moi aussi, je suis curieuse. Ouais. Ben, vous le saurez. Très bien. Plus tard. C'était ça l'objectif, de créer la réflexion, la curiosité et tout. Élisée Bologbeu, bonsoir. Bonsoir Brice. Dois-je rajouter Élisée Bologbeu le teigneux? C'est pas nécessaire. Élisée Bologbeu, tout ça va. Non, mais bon, je le dis parce que notre chère Élisée, qu'on aime tant, est l'un des plus potés quand même de ce plateau. Hein. Les habitués ont compris. Mais on est content de savoir que vous êtes à nos côtés. Merci, c'est gentil. On est le dernier fils le plus. Et puis, ces dames sont à ma droite. Bonsoir, Ayana. Bonsoir, Brice. Bien votre week-end? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Vous avez eu le temps de vous reposer? Oui. Vous avez eu le temps de vous reposer, c'est très bien. Merci. Et merci pour toutes les ondes positives aussi que j'ai reçues. Ça m'a fait du bien. C'est très bien. Tu nous as manqué. Oh, c'est mignon. Bonsoir, Edith. Bonsoir Ayana. On est en vert toutes les deux. Vert et noir. Tant que ça ne vient pas de moi, On peut se permettre quelques petites blagues sur les couleurs quand tant c'est que ça pas ne vient pas Brice. de moi. Voilà. Heureusement. Je suis dédouané sur la question. Allez, on va partir un petit peu tout de suite. Ça bien, Ayana, que je vous mandate pour les blagues sur les couleurs. Je vais vous mandater, ça va venir. Ouais, t'as vu? Ouais. Ça passera plus C'est facilement. ça, et tant que ça ne vient ouais. pas de moi, ça serait pas mal. Ouais. Mets-moi bien dans les problèmes. Exactement. Ceci dit, plusieurs partis politiques ivoiriens et organisations de la société civile, on en parlait, ont participé récemment à la 5e phase du dialogue politique. Que doit-on espérer pour la réconciliation nationale? En tout cas, qu'est-ce qui ressort de ce dialogue politique? On en parle. Élisée Bologbeu, vous qui avez appelé ce dialogue politique de tous vos voeux, vous qui avez suivi, vous qui avez souhaité qu'il y ait un certain nombre de recommandations dans ce dialogue politique, alors, vous nous en parlez un tout petit peu? Oui, Brice, effectivement, le dialogue politique ouvert le 16 décembre dernier par le Premier ministre Patrick Achi a fermé ses portes le vendredi dernier, oui, avec le rapport final. Une des choses notables à l'issue de ce dialogue politique, pour moi, je pense que l'une des choses notables, c'est le fait que pour la toute première fois, l'ensemble des acteurs, des parties prenantes au dialogue politique ont paraphé le rapport final. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel. C'est dire qu'on s'est accordé au moins sur le minimum pour la quasi-totalité des participants. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. On ne perd pas de vue qu'on était à la 5e phase du dialogue politique. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques phases avant ça, mais c'est la toute première fois que tous les acteurs, vraiment dans leur globalité, ont accepté de signer le rapport final. Maintenant, pour ce qui est dans le fond, oui, quand on regarde le rapport final, effectivement, on se rend compte que, en tout cas, les sujets, je dirais les sujets, même ceux qui fâchent, ont été abordés. On sent que vraiment les sujets ont été discutés de fond en comble. Pour rappel, il y a eu 33 sujets qui ont été discutés, 33 sujets, même si au thème de tous ces échanges-là, il n'y a que 13 recommandations qui ont été faites, voilà, bon, 12 avec le dernier au titre du cadre, donc ça fait environ 13 recommandations qui ont été faites au final, mais on se rend compte au regard des points abordés que vraiment
Et je pense que tout ce qui concerne l'actualité, que ce soit politique, sociale et autres, vraiment les points ont été abordés. Aussi, pour rappel, c'est 21 partis politiques, outre le gouvernement, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile qui ont participé à ces échanges-là, à ces discussions dans le cadre du dialogue politique. Très bien. Alain Toussaint, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ceux qui ont dit tout ça pour ça? Écoutez, cela dépend de quel côté il se situe, mais moi je voulais quand même relever l'engagement du gouvernement et du président de la République à œuvrer, je pense, à la cohésion et à la paix. Parce que qui aurait pu penser, après ce qui s'est déroulé dans le pays en octobre 2020, que l'ensemble des acteurs politiques, 21 partis politiques et 26 représentants de la société civile se retrouveraient à la primature, donc lieu du pouvoir, qui était tant contesté, pour discuter de politique. C'est un symbole? Oui, c'est un symbole. Parce qu'en fait, c'est un double symbole. D'abord, la reconnaissance de l'opposition, enfin du pouvoir en place par l'opposition, et puis la reconnaissance des droits de l'opposition par le pouvoir. Parce que s'il y a une opposition, celle-ci a quand même aussi à la fois des obligations et des droits. Et moi, j'ai été marqué par le discours du Premier ministre, à qui on devrait décerner, outre son engagement pour la paix, je pense, un prix Nobel du lyrisme politique. Dans son message de clôture, il a eu un discours qui m'a vraiment plu et qui m'a donné des frissons. J'ai trouvé quelques élans poétiques. Il dit « Maintenant, devant nous s'ouvre un chemin de lumière et d'opportunité, un chemin d'ambition et de solidarité toujours plus grande pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il ne tient qu'à nous de le saisir pour atteindre ces sommets que nous voulons et surtout que nous méritons. En nous d'en être les gardiens vigilants, les acteurs militants, les ambassadeurs exigeants. » C'est très beau tout ça. Bon, il a parlé, reste maintenant les actes. Donc on pourra tout à l'heure détailler. Il a raison d'être content, et d'être tout souri parce que c'est... Oui, c'est ça. Alors, Élise, c'est un avantage supplémentaire. je vous entends bien. Alors, justement, on va revenir sur l'avantage. Je laisse Alain Toussaint terminer le point concernant donc le lyrisme. Oui, c'est ça. Non, c'est très beau. D'ailleurs, il a coutumé des très beaux discours politiques et je pense que ça colle bien à son image. Et c'est vraiment très bien. Maintenant, reste à savoir si les actes suivront les paroles et si les engagements qui ont été pris de part et d'autre seront tenus. Et je pense qu'on pourra tout à l'heure revenir en détail sur les différentes recommandations. Alors, Rayana, vous avez entendu dialogue politique, 5e phase, les conclusions. Et qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au-delà de cette volonté d'avoir ce dialogue politique, d'aller aux recommandations, etc., parce que bon, c'est un peu le processus qui se suit habituellement, c'est ce à quoi on s'attend, on a un cadre de suivi. Et c'est là où je vais rejoindre Alain, quand je trouve que dans le discours du Premier ministre, on a ce côté où il faut être gardien de ce qu'on est en train de construire. On estime être en train de construire un dialogue, une forme de réconciliation, mais derrière, quand on s'est assis et qu'on a parlé, ce qui compte, c'est ce qui va suivre. C'est comment est-ce qu'on va interagir les uns avec les autres. C'est vraiment comment est-ce qu'on maintient ces différentes recommandations, comment est-ce qu'on suit l'application des différentes recommandations qui ont été données. Et c'est là où on aura toute la pertinence de pourquoi est-ce que ce dialogue a existé. Donc c'est là où je suis ravie de voir qu'on a vraiment un comité qui vient d'ailleurs de différents partis politiques pour le suivi de l'application de ces recommandations. L'une des choses aussi que je trouve intéressante à l'issue du dialogue politique, c'est le fait qu'on ait vulgarisé vraiment les conclusions. Parce que là, aujourd'hui, presque la quasi-totalité des recommandations et même des points qui ont été discutés ont été mis à la disposition du public. Tout le monde a cette possibilité-là de voir effectivement... Il y a une très grande transparence. Voilà tout ce qui a été abordé. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire quand on regarde les points, on se rend compte qu'il n'y a eu aucun sujet tabou. Tous les sujets ont été abordés. Que ce soit la question des prisonniers politiques, que ce soit la question du retour de Blé Goudé, ou même de Soro Guillaume. En tout cas, toutes les questions ont été abordées. C'est vrai que toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse dans le cadre du dialogue politique, mais ça s'explique. Parce qu'à partir parce qu'il y a des paramètres quand même qui, au regard du fonctionnement de l'État, ne peuvent pas avoir de réponse dans un dialogue politique parce que ça émane des prérogatives soit du chef de l'État ou bien d'une autre institution. Voilà, donc sur cette base, on ne peut pas avoir... On a tout de même le sentiment que ça a été entendu. Voilà, au moins on en a discuté et les recommandations qui ont été faites. Et au-delà de ça, j'ai vu quelque chose qui m'a personnellement aussi marqué, c'est l'engagement que tous ont pris de ne pas recourir à la violence pour ce qui concerne
En tout cas... C'est la première fois? Non, je ne dis dans un cadre de dialogue politique, c'est la première fois. Dans le cadre du dialogue politique, comme je le disais en entame, le dialogue politique, c'est la première fois d'ailleurs même que toutes les parties ont finalement signé. Sinon, généralement, c'est vrai qu'il y a une grande majorité, une partie qui signe, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, qui ne signaient pas, qui ne paraffaient pas. Mais cette fois-ci, je crois qu'en décidant de signer tous, c'est dit qu'ils sont mis d'accord, comme je le dis, au moins sur le minimum. Et ça, c'est déjà un avantage. Et je crois que c'est des éléments sur lesquels on doit pouvoir capitaliser. C'est en cela aussi que j'en appelle un peu aux Ivoiriens eux-mêmes. Il faut qu'on s'approprie les recommandations et les conclusions de ce dialogue politique-là. Pour que nous, on soit un peu comme... Avant justement de parler de la sensibilisation qu'il y a autour de cette question, mais on était parti sur 33 thèmes, on n'en a retenu que 12. Oui. On va retenir. Pourquoi 13, justement? D'accord. Et après, on viendra... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. 13 parce qu'il y a certains points qui ont été évoqués qui ne peuvent pas trouver de solution dans le cadre du dialogue politique pour la simple et unique raison qu'ils sont du ressort des prérogatives du chef de l'État ou bien d'autres institutions qui, elles, ne sont pas parties prenantes forcément au dialogue politique. Je te prends un exemple. Voilà, un exemple précis. Quand on dit, par exemple, la libération des prisonniers politiques, quand il y a eu jugement et qu'il y a eu condamnation, on ne peut pas, dans le cadre du dialogue politique, décider de les libérer. Ce n'est pas possible. C'est des recommandations qu'on peut faire. Maintenant, sur cette... Pareil pour la question de la limitation de l'âge des candidats à la Donc ça, présidentielle. c'est des prérogatives du chef de l'État qui peut user de ses droits que lui donne la Constitution, de gracier quelqu'un pour dire que je fais une grâce. Donc sur cette base, c'est des questions qu'on ne peut pas aborder en fond, en fait. Oui, mais moi, je vais quand même nuancer le propos d'Élysée, parce que le but du dialogue politique, c'est aussi d'aborder des sujets délicats. Et d'avoir des solutions. On peut effectivement attendre l'action du chef de l'État, mais dans les recommandations, les participants auraient dû noter le souhait de voir libérer des prisonniers. Ça a été évoqué. Non, ça a été dans les évoqué. points. Quand on lit les points, on voit que dans les points... Non, ça a été évoqué, mais non, ça ne figure pas dans les recommandations. Ça figure dans les sujets qui ont été évoqués. Donc, il faut aussi que là, nous soyons clairs, parce que sous le vernis du consensus, demain, quand l'angle va se craqueler, on découvrira en fait qu'il y a plein de dissensions. Donc à un moment donné, il faut arrêter de jouer à cache-cache. C'est pour ça qu'il y a un comité de suivi de ce dialogue politique. Oui, mais que tout, le comité de suivi est là pour suivre les recommandations. Bien sûr, les recommandations. Qu'en est-il des sujets qui ont été évoqués et qui ne figurent pas dans ces C'est recommandations? ça, exactement. C'est ce qu'Élysée le disait. D'autres aller... institutions qui sont plus habilitées à le faire procéderont. Si je peux terminer, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, en fait, c'est mentionner dans ces recommandations qu'il sûr. fallait se pencher sur ces différentes questions Exactement. et avoir des retours. Parce que là, quand ça ne figure pas dans les recommandations, demain, on peut ne pas en parler Exactement. et puis il n'y a pas de problème. Le suivi Allez-y, Madame ne Blum. s'en c'est vrai que concentre pas. tout ne peut pas forcément figurer pour le grand public. Je le pense certainement. C'est des points qui ont été abordés, c'est des questions qui ont été abordées. Et je comprends tous ces sourires qu'on voit en ce moment s'afficher sur nos écrans veulent certainement dire que des accords ont été trouvés, ils sont satisfaits. Tout à l'heure, je parlais également du fait que finalement, le parti au pouvoir a certains avantages, également avoir organisé ce cadre de discussion, de dialogue politique avec les partis d'opposition, avec également la société civile. Donc, ils en ressortent gagnants. Également, la société civile et les partis politiques, je pense, ont trouvé leur compte. Une partie de la société civile. Oui, une partie de la société civile, effectivement, une bonne partie. ont trouvé leur compte et on le voit dans les images. Et en plus, je pense qu'il y a un point qui a fait l'unanimité. C'est la question de l'argent au niveau des formations politiques. Donc, l'un des points qui a été soulevé dans les recommandations, c'est la nécessité d'un paiement plus régulier des subventions aux partis politiques. Et toujours à propos d'argent, donc les participants à ce dialogue politique-là se sont aussi entendus sur le besoin de pouvoir réexaminer le mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à la présidentielle. Donc, la question de l'argent a été abordée. On a parlé de sujets qui n'étaient pas tabous. Et je pense que voilà, ça nous amène à cet accord. Bon, allez-y. D'accord. Moi, c'était juste pour réagir un peu sur ce que Alain avait dit tout à l'heure. Effectivement, il y a une chose certaine. Quand on dit que ça devait faire partie des recommandations, moi, je crois que le dialogue politique dans ses conclusions a balisé tout ça. Quand on voit dans la dernière phrase, de façon générale, les partis s'engagent vraiment à entreprendre conjointement des actions de promotion et de renforcement de la cohésion sociale. Aussi, souhaite-t-il que se tiennent périodiquement des rencontres de haut niveau. Parce qu'on estime que dans le cadre des échanges, il y a un certain nombre de sujets qu'on peut débattre pour ceux qui sont représentatifs, qui sont là,
mais il y a des niveaux de sujets qui peuvent être débattus au haut niveau. Exactement. Et donc, je suppose que ces quelques questions qui n'ont pas fait partie des recommandations, certainement sont inscrites à l'ordre des échanges au haut niveau. Moi, c'est ce que je pense concrètement. Mais c'est là où je me réjouissais justement de savoir qu'il y aurait une suite à la fermeture de ce dialogue politique et que ce n'est pas un dialogue où on est venu juste évoquer des sujets, promettre des solutions et puis bon, il n'y a pas forcément de mécanisme de suivi, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la durée, ça va s'étendre par des actions se manifester, du moins on l'espère. Non, le dialogue continue, hein, de toute façon. Voilà, finalement, on allait poser la question, moi je vous ai posé la question, ce dialogue politique, qui y croit? Parce qu'on a dit, bon, la question d'argent, vous parliez tout à l'heure de la question d'argent. L'arrangement politique. Oui, des gens se sont retrouvés pour parler de leur, ils sont contents, ils sont satisfaits. De leur financement, ils sont contents, ils sont satisfaits. Ces photos de fin où tout le monde est tout sourire, on est un peu habitué. Se tuer la main. Après, des recommandations pour dire on va bien se tenir. Et on a des chartes de bonne conduite que les gens ont signées, même avant les élections. Et après. En fait, c'est aux populations maintenant, à ce niveau, de se l'approprier, en fait, ces conclusions, ces recommandations. Les populations ont quel pouvoir? Elles sont membres de partis politiques pour certaines, pour la plupart, elles sont membres de partis politiques. Il y a également la société civile également qui est présente. Si à un moment donné, il y a problème au niveau des élections régionales ou locales... Elle fera quoi, cette population? Elle va brandir ses recommendations, ses accords qui ont été sortis et les rappeler à l'ordre, tout simplement. Vous êtes Alizé, c'est vrai que je suis un peu optimiste, mais j'y crois. Il y a eu des chartes de bonne conduite avant les élections. Vous confirmez? Oui, bien sûr. Avant les élections, il y a eu plein de textes qui ont été signés. Oui. La faiblesse là, des recommandations, par exemple, moi je ne vois pas mentionner un chronogramme, notamment en ce qui concerne la révision de la liste électorale. Vous savez qu'en 2023, on a des élections locales. Et si on doit faire une révision annuelle, il faudrait que celle-ci intervienne au moins en 2022, au mois de mai, pour qu'on en ait une seconde en mai 2023, avant, je vais terminer s'il vous plaît, avant la CAN. Donc je veux dire, on est toujours dans le clair-obscur. Non, mais voilà, c'est là que je voulais réagir. Merci. Non, vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Bon, Alain termine, s'il vous plaît. Prenez pas l'habitude d'interrompre les gens quand ils s'expriment. Allez-y, on ne vous a pas interrompu, Alain. Mais si, c'est ce que vous faites. Bon, vous n'avez pas passé 2 minutes à parler de ça. Bien sûr. Donc je disais que la faiblesse ici, c'est qu'on ne mentionne pas un chronogramme qui sera à l'étude ou bien qui aura été adopté, parce que les questions, les problèmes dans le pays, ce sont les questions électorales. Et il y a une phrase quand même qui me semble un peu étrange sur la CEI. On dit, prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la CEI sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Croyez-moi, dans quelques semaines, on va encore bavarder dans les journaux parce qu'on dira, par exemple, que le PPACI n'est pas assez représenté ou alors que l'opposition n'a pas le nombre de représentants qu'il faudrait au sein de cette organisation dont je pense d'ailleurs même qu'il faudrait qu'elle disparaisse au profit du ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections en Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut de la clarté. Et j'espère qu'on aura cette clarté dans les jours qui viennent. Très bien, bien noté. D'accord. Moi, je voudrais aussi qu'on soit clair sur une chose. On est à la télé, il faut aussi qu'on dise les choses comme il se doit. On ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on est dans un dialogue politique qu'on va attribuer des pouvoirs à un groupe d'acteurs politiques, des pouvoirs qu'ils n'ont pas, que la Constitution ne leur donne pas. Mais c'était pas l'objectif du dialogue politique. Le chronogramme, disait concerne les élections, est de l'apanage du Conseil des ministres. C'est un décret qu'on prend et c'est sur proposition de la CEI. Eux n'ont pas la Constitution ne leur donne pas ce pouvoir. Ils peuvent discuter de certains du chronogramme des élections. Ils peuvent pas. On vous parle du chronogramme d'application des résolutions, des recommandations qui sont faites là, notamment en ce qui concerne la révision de la liste électorale. Mais vous avez qu'il y a un comité de suivi. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Alors qu'il suit bien. C'est quoi le rôle? Ça sera certainement la prochaine étape. Oui, ça revient il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Il ne faut pas se précipiter. S'il vous plaît, madame et monsieur, il ne faudra pas interrompre l'idée. Je crois qu'il y a un ensemble de mécanismes qui a été mis en place. Il y a un ensemble de recommandations qui a été faites. Donc, pour le suivi de ces recommandations, on a mis un comité de suivi en place. Ce comité-là aura la responsabilité de suivre ces recommandations, de certainement, comme certainement c'est les attributs qu'on lui a donnés, de pouvoir interpeller sur la mise en place d'un certain nombre de mécanismes, et si d'aventure il y a un chronogramme, proposer un chronogramme pour qu'on arrive effectivement à la réalisation de ce qu'on a décidé. Donc, sur cette base-là, moi je pense que le dialogue politique a parfaitement, ou du moins a parfaitement suivi les étapes qu'il faut. Très bien. Next step. C'est vrai que je ne me fais pas, dès le départ, je ne me faisais pas d'illusions en fait sur les conclusions de ce dialogue politique, mais je pense qu'il faut donner la chance aux recommandations qui ont été faites. Il faut donner la chance également, on l'espère, à la bonne volonté des différents acteurs qui se sont assis et qui sont venus se rencontrer à plusieurs reprises
pour échanger et discuter sur la cohésion nationale, sur la paix sociale. Je pense qu'il est important de leur donner cette chance. Donc, on attend les prochaines étapes, donc les next steps, avec ce comité de suivi, ce cadre de suivi des recommandations qui est chapeauté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et on verra comment il va conduire cette mission avec les autres acteurs politiques et la société civile. Permettez-moi un tout petit peu d'être naïf peut-être, mais je pense que sur ce plateau, André disait, et je pense qu'Alain aussi défendait cette position, il y a des institutions pour débattre de certaines questions. Et certaines ici, questions seront débattues. Et sur ce plateau, justement, les gens estimaient que le dialogue politique pouvait venir résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, on a fait comme un tour. Et aujourd'hui, on nous dit le contraire. Et on vient dire... dit le contraire. Et aujourd'hui, on vient dire qu'il y a des questions qui devaient être débattues par les institutions. C'est comme si on a ramené... Non, le contraire sera dit. Le contraire sera dit quand on constatera que le comité de suivi n'a pas fait son travail. Je pense qu'il est encore trop tôt pour juger de cela. On sait qu'on a mis en place donc, un comité de suivi. Est-ce qu'il fera son travail? Est-ce qu'il suivra? Est-ce qu'on aura droit donc, à des rapports? Pourquoi pas? Comme ça a été fait de façon très conceptuelle ici avec ces recommandations. Est-ce qu'on aura droit à des rapports plus détaillés, plus spécifiques? Si on ne l'a pas, on pourra... Pour être très concret, et vous allez répondre à cette question, pour être très concret, on a dit par exemple la question de la libération des prisonniers politiques, c'était comme vous l'avez utilisé, de l'apanage du ministère de la Justice. On a dit non, le dialogue politique pouvait en débattre. Finalement, il nous a ramené au ministère de la Justice. C'est ça? Maintenant, je vais vous poser une simple question. Donnez-moi un seul cadre institutionnel qui existe où on peut retrouver 21 partis politiques et 26 groupements de société civile se réunir et puis discuter. Et c'est quoi la conséquence? Non, je vous pose une seule question. Oui, à part le côté inédit, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas. Tu es d'accord avec moi que ça n'existe pas? Voilà. Donc, le dialogue politique vient corriger ça. C'est-à-dire permettre au moins à plusieurs acteurs de se retrouver et discuter. C'est juste une plateforme d'expression. Sur la question du fait que vous dites non, il y a des questions de justice et tout ça, mais le dialogue politique, c'est parce qu'il y a un blocage. C'est parce qu'on a estimé à un certain moment qu'il y avait des blocages. Il fallait qu'on discute pour qu'on puisse lever un certain nombre de verrous. Aujourd'hui, on a au moins 13 recommandations qui sont sorties sur 33 points de discussion. Je pense qu'on a évolué d'un pas quand même. Ça a levé les verrous? Pas tous les verrous, mais déjà c'est un bon début. Alors, je voulais préciser quand même qu'ici, personne ne met en cause la pertinence de ce dialogue. Vous vous souvenez quand même qu'en début de mon propos, j'ai salué quand même l'engagement du gouvernement. On vous dit simplement que ça manque de clarté. Sur la question des prisonniers politiques, on aurait pu mentionner cela, que par exemple, on va prendre des initiatives législatives ou alors on en appelle au chef de l'État. Oui, une décision politique. Voilà, une décision politique. Voilà. Sur la question des ordonnances, moi j'estime qu'on n'a pas à modifier quoi que ce soit, parce que si on remet en cause l'ordonnance qui a été prise en avril 2011 par le président Ouattara, annulant les actes posés par le président Gbagbo, on rentre dans un tunnel de contestation et je pense qu'on risque encore de retourner, comment dirais-je, en arrière. Donc il faut avancer, mais le propre du dialogue politique de manière générale en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne dit jamais les choses telles qu'elles doivent être dites. Et dans quelques mois, on se retrouvera encore face à un mur. Et pour l'instant, je pense que pour être optimiste, comme certains sur ce plateau, on va regarder un tout petit peu ce que ces recommandations-là, en tout cas comment elles seront suivies par le comité de suivi. Et puis à partir de là, on aura certainement... On avisera. On analysera. Parce que je pense à un dialogue politique 6, est-ce que... Non, on ne le souhaite pas. On espère que... Voilà. Très bien. En tout cas, on l'espère pas. De toute façon, tout le monde semble... avoir été heureux de ce dialogue politique. Ah oui, on le voit dans les images. Hein. Très bien. Bon, c'est sur ces belles images, en tout cas, qu'on va refermer les portes de notre petit débat et nous intéresser à notre revue entendue du soir. Notre revue entendue est extrait de la page Facebook du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. On va le voir à l'écran certainement. Effondrement donc de l'immeuble R+4 Engrais 8e tranche. Pour la situation, donc à 11h20, les recherches se poursuivent en alternant moyens lourds et techniques, manuels, 4 corps, un homme, une femme et 2 enfants découverts, mis à disposition des pompes funèbres, bilan provisoire, 34 victimes, 13 évacuées, 17 mises en sécurité et malheureusement, enfin c'est pas malheureusement mais je rajoute le malheureusement, 14 décédés. Encore un immeuble qui s'effondre. Voilà tout ça. Oui, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse qu'on a appris cette nouvelle, parce qu'une maison, c'est un lieu de vie, ce n'est pas un lieu de mort. Quand on trouve la mort dans son sommeil, comme c'est le cas de ces personnes ou d'autres qui sont atteintes dans leur chair,
à la suite de l'effondrement de cet immeuble, encore en l'espace d'une semaine, je crois qu'il va falloir que les autorités politiques, judiciaires et autres prennent les dispositions et que les responsabilités soient établies. Parce que chaque fois, dans la chaîne des nombreuses responsabilités, on se limite toujours à 2-3 maillons de la chaîne et puis on dit, bon, le reste, on verra. Mais là, cette fois-ci, il faut de la clarté. Et je crois que le procureur de la République était sur place ce midi, d'ailleurs, pour constater les dégâts et on espère qu'il y aura une suite judiciaire. Une suite qu'Élysée veut muscler. Ben, pas forcément que je veux muscler, mais je dis que, déjà avant que je ne puisse me prononcer dessus, tu permettras que vraiment je présente mes sincères condoléances, en tout cas aux familles endeuillées et propre rétablissement aux blessés. C'est vraiment encore dommage et c'est triste qu'on se retrouve encore en moins d'une semaine, disons, ou une dizaine de jours, en train d'assister encore à l'effondrement d'un autre immeuble. Je crois qu'au-delà des émotions, ça pose vraiment un véritable problème. Totalement. Véritable problème. Petite parenthèse, Élysée, c'est qu'à la différence de l'autre immeuble qui était en construction, la construction, celui-là, il était habité. Oui, il était entièrement habité. Et vraiment, ça pose un véritable problème. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui est habilité à faire construire des immeubles? Qui est habilité à autoriser la construction d'un immeuble? Parce que là, tout à l'heure, avant que je ne vienne sur ce plateau, je lisais un document émanant même du ministère où il avait été dit que cet immeuble les travaux de construction avaient commencé en 2010 sans permis de construire. Et en 2017, c'est-à-dire 4 ans avant, les gens ont commencé à habiter l'immeuble. Mais comment on peut permettre qu'un immeuble qui n'a pas de permis de construire aille jusqu'à son terme et que même des gens viennent y habiter? C'est-à-dire quelque part, il y a une faille. Il y a une faille dans l'administration, donc il y a quelque chose à faire en fait. À chaque fois qu'il y a ce type de situation, on se retrouve dans une sorte de balance entre les différentes responsabilités. On va rejeter la responsabilité sur telle institution, sur une autre. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas du ressort de temps. À un moment, il faut vraiment trouver les vraies causes et trouver de vraies solutions durables. On se rappelle, dans ce même engrais 8e tranche, il y a eu d'autres immeubles. Je crois il y a 2 ans, un autre immeuble qui s'était effondré également vers... c'était un peu plus loin en tout cas que cette zone-là. Mais c'est encore les mêmes causes, les mêmes problématiques qui sont soulevées sur des années. Mais finalement, on a l'impression de faire un pas en avant lorsque la cause se met devant nous et puis 2 pas en arrière. Il faut vraiment faire quelque chose. Edith Roubleu, vous parliez il y a quelques jours sur ce plateau-là de ce nombre d'immeubles, enfin d'habitations non réglementaires, je vais dire ça comme ça. Il y en avait quoi, 20 000? Non, on en parlait de 80%. 80%. Ils n'avaient pas de permis de construire. Ils n'ont pas de permis de construire. Et on s'inquiétait sur ce plateau déjà du fait de savoir quelle est la quantité, parce qu'on dit 80%, c'est juste un pourcentage. Mais combien exactement de bâtiments, c'est-à-dire de villas ou d'immeubles, font partie de ces 80% pour pouvoir les identifier. La vraie question que parce se pose qu'on a l'impression d'être en sursis. Sommes-nous vraiment? On est en sursis, oui. On est en sursis, on est dans nos habitations et surtout, je prends les cas des immeubles, c'est un peu plus compliqué parce qu'on vit en hauteur, on est dans des bâtisses qui n'ont pas certainement de permis de construire, mais derrière, même si elles n'ont pas de permis de construire, le plus important, ce sont les défaillances de construction. On parle, je lisais un document qui mettait en cause toute la chaîne même du bâtiment. Quand on parle de toute la chaîne du bâtiment, c'est les briques qui sont utilisées pour construire, les fers qui sont utilisés pour pouvoir faire l'échafaudage et toutes les constructions et tout le béton et tout ça. J'ai lui dit même que les briques qui sont fabriquées sont faites de mauvaise qualité parce que les maçons ou ceux qui fabriquent ces briques-là mettent beaucoup de sable à l'intérieur. Donc, c'est très friable. Et derrière, même les personnes qui sont censées faire le travail ne le font pas bien, par exemple. Même quand il s'agit de couler le béton, il faut attendre 21 jours de maturation, comme on avait reçu ici sur le plateau l'année passée, M. Siri Kissangaré, qui est président des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, qui expliquait un peu comment cela se passait, quel était le processus d'obtention du permis de construire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Les matériaux utilisés ne sont pas de bonne qualité et il n'y a pas de suivi. Il y a beaucoup de laxisme également et il faut également pointer du doigt la corruption. C'est la population qui en pâtit. Alain Toussaint, alors, Edith parlait du permis de construire. Je pense qu'il y a un guichet, unique du permis de construire. Mais ici, il y a une défaillance, à mon avis, au niveau institutionnel.
Parce que quand on situe les responsabilités, il faudrait savoir qui fait quoi. Je propose Titi Long Mézières pour vous rejoindre, qui nous suit sur les pages des réseaux sociaux. Trop de légèreté, trop de bavardage, sans solution ferme. Exactement. Alors que les textes existent, il faut juste les appliquer. Il y a une loi qui dit, par exemple, que pour bâtir un édifice de moins de R+3, c'est la commune qui délivre l'autorisation. Au-delà de R+3, c'est le district. Or, en Côte d'Ivoire, tout est concentré entre les mains du ministère de la Construction. Or, le ministère de la Construction, comme les autres ministères, doit plutôt réfléchir à la stratégie, à l'orientation de la politique dans tel ou tel domaine. Donc, elle n'a pas le temps, les autorités de ce ministère n'ont pas le temps de signer des permis de construire ou des ACD, etc. Donc, il faut revenir à l'esprit de la loi qui dit qu'il y a une décentralisation. Et cette décentralisation permet aux collectivités locales de dialoguer avec les promoteurs immobiliers, avec les citoyens qui veulent construire, etc. Problème va plus loin. Donc, le problème va beaucoup plus loin que cette histoire de permis de construire en début de construction. On se retrouve avec des immeubles qui sont habités depuis des années. Donc ça veut dire que durant toutes ces années, il n'y a pas eu de contrôle, de suivi, oui, mais le contrôle, par exemple, pour cet immeuble de Cocody, je crois que c'est 3 étages ou 4. C'est R+4. Donc normalement, c'est le district d'abord qui devrait délivrer le permis de construire. Et donc ce sont des agents du district d'Abidjan qui devraient opérer les contrôles. Parce que comment imaginez-vous le ministère de la Construction ici à Abidjan aller faire des contrôles à Korogo, à Gagnoa, etc. Est-ce que le ministère a suffisamment de moyens même pour faire ces contrôles? Même s'il avait les moyens. Mais la décentralisation sert à cela. Sur ce plateau, on a parfois, comme on dit, brocardé un peu la création du district autonome par le président Ouattara. On dit que ça coûte cher. Mais finalement, en réfléchissant, c'est pour rapprocher l'administration du citoyen. Mais ce que Rihanna disait tout à l'heure, c'est qu'au-delà, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont pu avoir leur permis de conduire en bonne et due forme. N'oubliez pas qu'on a ce petit mal, c'est la corruption. Donc on en a qui vont obtenir leur permis de construire, on ne sait par quel moyen, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Je t'entendais parler. Oui, on peut avoir le permis de construire, on peut avoir le permis de construire, exactement. On peut avoir le permis de construire, mais derrière, ne pas respecter le process normal. Alors, Élisée disait, dans le cas de cet immeuble, un architecte agréé. Dans le cas de cet immeuble, Élisée parlait de depuis 2017. Donc depuis 2017, on ne s'est pas rendu compte que cet immeuble n'était pas aux normes. Non, la construction a commencé en 2010. Oui, mais habité à partir de 2017. Au moment, moi je ne prends même pas depuis 2010, mais de 2017 à aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle fait sur cet immeuble. Je vois que le sujet... Mais après, la préoccupation majeure... Oui, rapidement. La préoccupation majeure, on est face à des bâtiments, des immeubles qui sont certainement dans le même état que celui qui vient de se fondre. Très bien. On est dans une situation alarmante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut évacuer, identifier et évacuer? Il faut d'abord les identifier. Oui, les identifier. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Évacuer les populations qui sont dans ces immeubles. Bien compris, madame. On est face à un gros problème. Élisée, je vous ai pris la parole, donc je vous permets de réagir. 30 secondes. Okay. 30 secondes. Il se donne lui-même un timing. Moi-même, je note ici, selon mes notes qui sont devant moi, qu'on a plus d'une vingtaine d'immeubles écoulés en 2020. Aujourd'hui, vraiment, ça fait beaucoup. Moi, je vais être pragmatique, comme je le dis toujours. Moi, je pense que pour qu'on voie clair dans cette histoire-là, il faut que l'État prenne une mesure d'urgence. Et pour moi, la mesure d'urgence, c'est de geler tout ce qui est construction de bâtiments sur la zone d'Abidjan pour au moins les 6 prochains mois. Le temps qu'on essaie de voir clair dans tous ces bâtiments qui sont en train de se construire, qu'on fasse un inventaire pour ne pas qu'on se retrouve encore dans des drames d'ici les 6 prochains mois. Très bien. Si vraiment on peut le faire. Peut-être que c'est trop osé. Non, 30 secondes, Élisée. Merci. Pour les vies humaines, rien n'est osé. Merci. On va la poser là tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Et bien sans plus tarder, nous allons accueillir nos invités. Madame Mariam Djibo est avec nous, elle est directrice générale d'Advance Côte d'Ivoire. Bonsoir madame. Bonsoir. Et Mariam Krao Diaby est experte en crime économique. Vous êtes également présente. C'est vrai, je prononce bien, crime économique. Plutôt en lutte contre la criminalité économique. Très bien, alors ça tombe très bien que vous ayez la parole. À quoi ce mot renvoie-t-il? Tu as bien précisé. Lutte en... Ça renvoie à quoi? Qu'est-ce qu'on devrait entendre par là?
Alors, la criminalité économique, c'est l'ensemble de toutes les infractions qui sont commises sans l'usage de la violence et qui portent sur le patrimoine. Donc, qui vont constituer des atteintes au patrimoine, détournement d'argent, abus de biens sociaux, corruption, blanchiment d'argent, cybercriminalité. Donc, toutes ces infractions qui ne font pas recours à la violence, mais qui ont un impact sur le patrimoine. Alors, quand on est expert dans ce domaine, c'est quoi son rôle? C'est d'investiguer, de regarder, de contrôler, de dénoncer. Vous faites quoi, en fait? Alors, les métiers de la criminalité financière ou la lutte contre la criminalité économique sont diversifiés. Moi, j'ai pu intervenir à 3 niveaux. Au niveau de la recherche et la formation, donc l'enseignement, la recherche, détecter les nouvelles formes, modalités de crimes économiques. Et après, j'ai travaillé au niveau de la prévention, donc au sein d'une banque, où il faut analyser les risques de corruption, éventuellement les risques d'exposition à la corruption au niveau des entités, et quelles sont les actions qu'on peut poser pour les mitiger. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter spécifiquement dans le domaine de la lutte contre les crimes économiques? À quel moment, quel déclic vous a... Depuis la faculté de droit, parce que j'ai fait ma maîtrise universitaire à Boaké, donc déplacée à Abidjan. Et puis, je dirais que pendant cette période-là, on a commencé à sentir une sorte de recrudescence ou bien une montée au niveau de la corruption. Et pour moi, ça créait des injustices. Et je me disais que, et malheureusement, et je pense qu'encore, on n'a toujours pas des cours spécifiques en corruption ou lutte contre la corruption ou même sur le blanchiment d'argent dans nos universités. C'est assez tabou quand même aussi, comme thématique en général. Oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore démocratisé un peu les discussions autour de la corruption. Pourtant, on devrait. Parce que tout le monde, je pense que toute personne c'est un mal qui est réel. Qu'on interroge aujourd'hui sait ce que c'est que la corruption, a été confrontée à cela. Moi, je pense qu'on devrait démocratiser les débats autour de ces sujets. Même si on pense qu'on en parle suffisamment. Mais après, comment on en parle, c'est peut-être ça la question. Madame Thibault, je rappelle que vous êtes directrice générale d'une institution financière. Ça tombe très bien, je ne sais pas si vous vous connaissez, mais je crois que vous aurez certainement besoin de ces services dans les prochains jours. Donc, je disais, vous êtes directrice générale d'une institution financière qui soutient les micros, les petites et moyennes entreprises. Vous accompagnez également les populations en milieu rural et surtout les femmes. Pouvez-vous nous présenter un tout petit peu par quel mécanisme vous accompagnez particulièrement les femmes? Ça m'intéresse, moi. Après, je vous dirai pourquoi. D'accord. Donc, effectivement, on est une des principales institutions de microfinance en Côte d'Ivoire. On opère maintenant depuis 10 ans. Donc, on fête nos 10 ans. Notre première agence, c'était à Adjamé. Vraiment près des cibles qui nous intéressent, c'est-à-dire des populations qui sont soit pas servies, soit mal servies par les banques traditionnelles. Le sujet du financement et l'inclusion financière des femmes est vraiment important, nous est cher. Je pense que collectivement, l'industrie financière doit reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne fait pas très bien, qu'on ne sait pas faire. Et le financement des femmes en zone rurale fait partie, je dirais, des sujets qu'on ne sait pas toujours très bien aborder ou qu'on aborde mal. Et donc, ce que moi je souhaite en tant que directrice générale d'une institution, c'est vraiment essayer, je dirais, de prêcher la bonne parole, d'essayer de construire un écosystème qui va permettre véritablement de redonner le pouvoir économique aux femmes. Quelle est aujourd'hui la part des femmes dans le système financier, leur contribution dans le système financier? Alors, les femmes, c'est 50% de la population en Côte d'Ivoire, 50% même de la population active, même si elles sont sous-représentées dans certains métiers. Mais en revanche, quand on regarde le secteur financier, vous avez, rien qu'au niveau des banques, on va avoir 12% des femmes qui ont un compte bancaire contre 27% des femmes. Vous venez essayer de résoudre un problème? Pardon? Vous venez essayer de résoudre un problème? Oui. Très bien. Et quand on rajoute par exemple les microfinances, voilà, ça va être, on va augmenter un petit peu le taux de bancarisation, mais on aura toujours le même écart. Même quand on rajoute les sociétés de mobile money, on aura toujours le même écart parce qu'il y a même dans l'accès au smartphone, dans l'accès au téléphone portable et encore en plus au smartphone, il y a encore un décalage entre les hommes et les femmes. Donc on peut vraiment parler d'exclusion quand il s'agit, je dirais, des femmes. De façon très concrète, comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous aidez celles qui sont déjà dans le système financier à y rester?
Voilà. Donc, bon, déjà, la première chose, c'est qu'il faut effectivement les convaincre de pousser l'apport de l'institution. Hein, ça, c'est vraiment important. Il y a pas mal d'obstacles qui les empêchent de pousser cette porte. D'abord, des freins sociaux. On n'ose pas aller à la banque parce qu'on a besoin de l'aval de son mari. On se dit, on n'a pas confiance en soi. On se dit qu'on va apporter un projet. On se dit que la banque aussi est un peu austère aussi, qu'elle ne nous attire pas. C'est compliqué d'ouvrir un compte en banque. Quand on arrive, on va trouver des hommes. On va se dire, voilà, les hommes ne vont pas comprendre. Voilà. Vous imaginez? Non, mais si, c'est une réalité. Quel homme en 2021 trouverait une femme qui vient ouvrir un compte? Non, mais pourquoi vous ouvrez un compte, madame? Je trouve que ça, c'est quand même fort, quand même. Mais oui, mais en fait, je pense que c'est pas forcément le préjugé de l'institution, mais ça peut être aussi c'est un blocage que les femmes vont ressentir. Elles vont estimer qu'il y a des problématiques qu'elles vont exposer qui ne vont pas être comprises, des spécificités de leur activité qui ne vont pas être comprises. Et donc, il y a une manière, effectivement, de les approcher. Donc, je dirais, il y a d'abord le problème de l'accès. Donc, disons qu'une fois qu'elles ont poussé la porte de la banque, de la microfinance, ou qu'elles ont ouvert leur compte de mobile money, parce que vraiment, c'est un écosystème qui contribue à cette inclusion financière. Après, comme vous disiez tout à l'heure, il faut les convaincre de rester. Et le problème auquel on est souvent confronté, c'est que les femmes, elles vont avoir des activités qui sont souvent des activités à faible valeur ajoutée. Et donc, qui ne peuvent pas toujours supporter je dirais, des montants d'emprunt importants ou des intérêts importants. Donc, elles vont avoir accès à des montants qui sont souvent beaucoup trop faibles. La deuxième chose, c'est que les femmes, souvent, n'ont pas suffisamment de garanties. Les garanties appartiennent majoritairement aux hommes. Les femmes n'ont pas de terrain, même dans le milieu rural, quand elles ont des parcelles, elles ont les petites parcelles, les hommes ont les grandes parcelles, elles n'ont pas de voiture, même un téléphone, les puces de téléphone, lorsqu'on demande à une dame, mais voilà, abonne-toi au système qui va te permettre de faire des transferts d'argent, etc. Là, il y a un problème, mais je ne peux pas parce que la puce n'est pas à mon nom. Donc, en fait, c'est des freins qui, même une fois qu'elle a poussé la porte de l'institution, l'empêche, je dirais, de bénéficier de tous les services auxquels elle aurait droit au même titre qu'elle. Et la question de Rihanna, pour revenir, pardon Madame Bleu, pour revenir à la question de Rihanna, comment concrètement vous les aidez à briser ces freins? Je disais tout à l'heure, vous arrivez à résoudre un problème. Comment vous aidez à résoudre ce problème? Tout à fait. Donc, alors déjà, il y a dans l'approche, donc c'est important pour nous quand elle pousse la porte de cette institution financière, qu'elle soit accueillie par des femmes. Il y a la proximité, donc on a des équipes terrain qui vont vraiment vers elles parce que elles n'ont pas toujours le temps de se déplacer, donc elles vont vers elles, les écouter. Pour adresser le problème de la garantie, on essaie de flexibiliser les politiques de garantie. Donc typiquement, quand vous arrivez, vous dites voilà, moi j'ai besoin d'un financement, j'ai pas de terrain, j'ai pas de voiture, enfin j'ai pas de tout ça. J'ai pas d'aval commerçant, j'ai pas d'aval salarié, et donc on les encourage à se regrouper. Pour utiliser un système qu'on appelle de cautionnement solidaire, où elles ont un système où elles vont se cautionner l'une l'autre. Et donc ça fait appel un petit peu, je dirais, à la solidarité féminine. Charge à elle, je dirais, de trouver la bonne compagnonne de route pour le prêt, mais ça permet de contourner les obstacles. Et avec ce type d'initiative, quel résultat est-ce qu'on obtient ? Sur combien de temps, par exemple? Quelle évolution est-ce que vous avez pu remarquer en les accompagnant de cette façon? Alors, en fait, au départ, je dirais que quand on a commencé, je dirais, de manière naturelle, on pouvait avoir, dans notre clientèle, environ 15% de femmes. À partir du moment où on a commencé à développer ces systèmes, notamment ces systèmes de garantie solidaire et de flexibilité sur les politiques, là, on est plutôt passé à 30%. Mais quand je dis 30%, malheureusement, c'est vrai que là, je parle surtout d'un milieu urbain. En zone rurale, on est bien en deçà de ça, bien en deçà de ces chiffres-là. Et ça reste encore. Et donc là, le seul moyen qu'on a et qu'on utilise, c'est l'éducation financière. L'éducation financière et j'ajouterai l'éducation digitale. Donc on va dans les villages, on a des équipes d'agents de bancarisation, de chargés de clientèle vraiment fantastiques qui vont village après village. Ils ont des panneaux, on a rédigé des argumentaires pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un compte bancaire, qu'est-ce que c'est qu'une assurance, comment vous épargner. Ça prend du temps. Et donc là pour dire, là je pense qu'il faudrait 10 ans vraiment pour espérer avoir véritablement un retour satisfaisant. Voilà. Et surtout, pour parler de sécurité, comment on met son argent dans une institution et il n'y a pas le risque que cette institution-là, parce que je ne suis pas allé à l'école, que cette institution-là me gruge mon argent. Ça également, c'est important, madame. Oui, mais je pense que c'est le rôle de l'institution de rassurer le client. Comme madame Dibo l'expliquait, ils font quasiment du corps à corps, du porte-à-porte.
je pense que vos services sont accessibles. Et c'est en rassurant le client qu'on peut briser ces barrières-là. Très bien. J'ai une question. On va revenir après la pause. Je vous permets de souffler un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions ici. Et j'en ai une là, concernant les hommes parce que vous avez beaucoup parlé de femmes sur ce plateau. Ça fait plaisir à certaines. Effectivement. On marque la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk que vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT. Vous avez choisi les programmes de Live TV et puis nous sommes ce soir en compagnie de Madame Mariam Dibo, vous êtes directrice générale donc, de Advance Côte d'Ivoire. Merci de notre compagnie. Et puis Mariam Krawer Diaby. Je n'ose pas dire. Comment vous avez dit là? Lutte contre la criminalité. Oui, la criminalité la financière et la corruption surtout. Et la question à se poser, c'est quel est l'impact, en tout cas comment la corruption peut porter atteinte aux femmes? Dans les assises de vos fonctions, qu'est-ce que vous avez eu à remarquer dans ce genre de cas? Alors disons que généralement, ou pendant longtemps, on avait discuté des thématiques atteinte aux droits humains et lutte contre la corruption de manière cloisonnée. C'est-à-dire, on mettait tout le monde dans le... Oui. On discutait de l'une et de l'autre sans faire de lien. Et puis, de plus en plus, les spécialistes ont réalisé que la corruption porte atteinte aux droits de l'homme parce qu'elle fragilise les institutions, elle fragilise l'État. Et puis, le fait de réduire les ressources publiques aussi, qui ne permettent pas de réaliser la mission de l'État, les missions régaliennes de l'État, l'éducation ou encore même l'accès aux finances, c'est tout ça des atteintes aux droits des hommes, aux droits humains. Maintenant, là où ça, pour les femmes, oui. Là où ça porte plus atteinte aux droits de la femme, c'est que la femme dans nos sociétés est déjà en situation de précarité. Donc, lorsque les ressources ne sont pas suffisantes, ben, ceux qui ont moins déjà vont plus souffrir. Donc, ce seraient les minorités, mais aussi, surtout, les femmes. Et quelle est la part de ces femmes dans la lutte contre la corruption? Parce que c'est vrai, on parle de ces femmes qui subissent, mais les femmes sont aussi actrices quelque part de corruption. Et parfois, on est tous corrupteurs aussi, oui, la plupart du temps. Corrupteurs. Oui, on est tous corrupteurs. Et on retrouve aussi des femmes, par exemple, dans les administrations, qui sont souvent accusées de corruption et tout ça. Donc, comment est-ce que la femme, elle, à son niveau, contribue à réduire cette chaîne de corruption? Alors, peut-être que je reviens sur le fait que vous disiez tout à l'heure qu'on était tous corrupteurs. C'est clair, on va dire, c'est pas le fait d'être femme ou être homme qui fait qu'on est plus sujet à la corruption ou autre. Mais il y a un constat qui est réel, c'est que actuellement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, les postes de décision sont occupés par les hommes. Donc, par certaines femmes aussi. Oui, Madame Dibo, directrice générale d'Advance Côte d'Ivoire. On n'est pas nombreuses. Mais on reste en minorité. Ce qui fait que, malheureusement, on va dire, les corrupteurs sont plutôt masculins que féminins. Mais je ne dis pas que la femme est un exemple de probité, d'intégrité. Mais par contre, ce qu'on a pu réaliser, c'est que dans les institutions où il y avait des femmes à des postes de haute direction, des postes de responsabilité, ou encore même au conseil d'administration, il y a une étude qui a été faite où les institutions financières qui avaient des femmes dans leur conseil d'administration étaient moins sujettes à risque de corruption. Donc, ce qui veut dire que plus on aura de femmes à des postes de responsabilité ou dans des conseils d'administration à des postes représentatifs, moins on aurait de corruption. Moins on aurait de corruption, mais pas parce que les femmes apportent l'intégrité, c'est qu'on brise l'esprit de camaraderie. Lorsqu'on a un collège d'hommes, on a une pensée de groupe qui est là et qui peut être sujette aussi à risque de corruption. Et lorsqu'on a un élément perturbateur qui est la femme, ici c'est un peu péjoratif, on empêche ou on brise cet esprit de groupe qui fait qu'on réduit les risques de corruption. Mais quand on se retrouve dans le schéma selon lequel on a des femmes et des hommes, on a aussi des esprits de camaraderie. Oui, mais ce ne sera pas cette fraternité qui va dériver, en tout cas c'est moins le cas, où la fraternité va dériver vers, on va dire, le mauvais côté de la force. Maintenant, lorsqu'on parle du rôle de la femme dans la lutte contre la corruption, peut-être que je fais demain un événement où j'invite les femmes, que j'ai intitulé le African Women in Fin Crime, donc les femmes dans la lutte contre la criminalité financière, où on a une brochette de femmes excellentes, intelligentes et compétentes
Dans le domaine de la lutte contre la corruption et criminalité financière, on a la présidente du pôle pénal économique et financier, on a une magistrate de la Cour des comptes, on a aussi une consultante de l'ONUDC qui était également au sein d'une autorité de régulation. Et puis après, on a on a 3 femmes qui viennent parler des métiers de la lutte contre la corruption ou la criminalité financière. Donc on est aussi actifs. Moi, très sincèrement, quand je vous écoute depuis, Mme Guibault et Mme Kawar, quand je vous écoute, Mme Diaby, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en train de constituer une forme d'armée de femmes qui devrait lutter contre les hommes? Tout de suite, les grands mots d'armée de femmes. Oui, parce que là, par exemple, là, elle dit que on va réunir des femmes, parce que quand les femmes sont ensemble, il y a beaucoup... Enfin, c'est vous qui avez... C'est dans le bon sens aussi. Hein, exactement. Façon, oui. Alors, madame, je me suis dit tout à l'heure, moi, je vous rencontre, Advance Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup. Vous formez les femmes à être plus autonomes. Et j'ai vraiment l'impression que vous ne formez que les femmes. Alors qu'aujourd'hui, je serais peut-être beaucoup plus participatif si j'avais été, par exemple, associé à ce processus de formation des femmes, par exemple, pour que cette femme-là ne soit pas, entre guillemets, se détache de moi pour dire, ça y est, vous êtes un homme, donc je deviens plus forte quand je suis loin des préjugés, plutôt que je sois complice. Mais vous avez raison, la sensibilisation, elle doit porter sur tout le monde. Nous-mêmes, au sein de l'institution financière, on va faire des séances de sensibilisation pour nos chargés de clientèle, pour leur apprendre, je dirais, à abandonner les préjugés qu'ils pourraient avoir. Par exemple, quand une femme arrive et nous dit, voilà, moi j'ai un projet de taxi, je veux monter une société de taxi, c'est vrai que le chargé de clientèle veut dire, bon, enfin, moi, elle n'est pas mécanicien, quand le taxi va tomber en panne, comment elle va faire, etc. Et donc là, on va lui apprendre, mais est-ce que tu as regardé son CV? Est-ce que tu as vu que cette dame, en fait, pendant 10 ans, elle a travaillé avec son père en tant que mécanicien, etc. etc. Donc, je pense qu'au sein de l'institution, donc nous, on va former forcément nos équipes, qu'elles soient hommes, je dirais, ou femmes. Et ensuite, sur le terrain, et on le voit dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, on a besoin, lorsqu'on rentre par exemple dans les villages, quand on fait de l'éducation, aussi d'aller sensibiliser les époux, les maris. Et très souvent, quand on arrive même dans un village, c'est souvent par le truchement des époux. C'est parce qu'en fait, les époux sont clients chez nous. Et on vient leur dire, mais on va aider vos femmes à s'autonomiser, à avoir plus de moyens pour développer leurs propres activités. Donc, donnez-nous le nom de vos épouses, qu'on aille les voir. Et c'est les hommes qui nous amènent vers leurs épouses. Donc les hommes font partie prenante de ce processus de sensibilisation et de formation, d'intégration et d'inclusion des femmes dans le système financier. Tout à fait. Sinon, on ne peut pas y arriver. Est-ce qu'il y a des réticences ? Oui, il y a des réticences. Il peut y avoir des réticences, peut-être liées au fait qu'on a peur que la femme autonome, indépendante, devienne trop indépendante et ne fasse plus les tâches qui lui incombent traditionnellement. Alors justement, puisqu'on parle de solutions, on parle de solutions ce soir. Elles sont nombreuses ces femmes qui nous regardent. Pour elles, quels sont aujourd'hui les créneaux qui sont porteurs pour les femmes qui veulent entreprendre et comment elles peuvent être accompagnées de façon très pratique? D'accord. Donc, les Paradoxe créneaux... Côte d'Ivoire, forcément. Bon, alors ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que quand on lance un projet, selon le stade, je dirais, de maturité de son entreprise ou de son projet, on n'a pas toujours ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. Donc, la problématique qu'on a, en fait, dans notre pays, c'est qu'on a surtout des banques et des microfinances. Il nous manque en fait certains membres de l'écosystème qui font que quand quelqu'un monte un projet, en fait, ce dont il a besoin, c'est de capital. Il ne peut pas vous montez votre projet, si vous allez prendre un prêt à la banque, alors que vous n'avez même pas lancé votre produit et que vous vous faites assommer par des intérêts, ça ne peut pas fonctionner. En fait, il faut que vous ayez du capital. Et donc, pour avoir du capital, il faut aller vers des clubs de business angel, il faut des incubateurs, il faut des fonds, il faut le soutien de l'État pour monter des subventions régionales. Et ensuite, une fois que vous avez, je dirais, fait le test de votre projet, par exemple, chez Advance Côte d'Ivoire, on demande d'avoir 6 mois d'activité et voilà l'historique avant de commencer à Quel taux d'intérêt vous pratiquez pour ce genre? On est selon les catégories de population, selon qu'on est plus ou moins, on est entre 1,1% et 1,6% par mois. Ok. Voilà. Mariam Traoré-Guibault, est-ce qu'aujourd'hui c'est important la sécurité pour les femmes, surtout dans le domaine financier? Est-ce qu'il y a un vrai besoin de recherche de cette sécurité? Et j'ai envie de rajouter aussi comment, en tant que, je vais dire pionnière, parce que c'est rare de voir des femmes
dans la lutte contre les crimes économiques. Comment vous attirez des vocations, donc au niveau des jeunes filles, pour qu'elles puissent également s'intéresser à ce domaine d'activité et former, comme Brice l'a dit, une armée de femmes qui luttent contre les crimes économiques? L'idée, c'est vraiment pas de former une armée, c'est plutôt apporter plus de femmes dans les métiers de la lutte contre la criminalité financière, parce que ces métiers-là, on fait aussi appel à des compétences qui sont intuitives et qui sont aussi propres à la femme. Moi, généralement, mes équipes sont hommes et femmes parce que je me dis que chaque genre a un apport qui lui est spécifique et qui permet de rendre l'investigation, par exemple, efficace. Concernant l'attrait, on va dire, pour ce métier-là, j'essaie à chaque fois, lorsque j'ai des conférences, de montrer un peu qu'est-ce que sont les métiers, parce que les gens ne savent pas déjà, quels sont les métiers de la lutte contre la criminalité financière. Vous pouvez en citer quelques-uns? Déjà, le compliance officer. Compliance officer. La conformité, on a trois grandes formes de conformité. Conformité anti-blanchiment d'argent qui est très connue, on l'a au niveau de nos banques, mais la conformité anti-corruption, où on est chargé d'évaluer les risques de corruption de l'entité, créer un code de conduite, faire le suivi, prévoir un régime de sanctions disciplinaires. En tout cas, s'assurer que l'entité est protégée contre ces risques de corruption, surtout pour elle-même, mais aussi pour éviter les sanctions des autorités. Ces métiers sont bien payés? Alors oui, je trouve que ces au-delà métiers de ça, est-ce que les femmes sont éduquées justement à ces disciplines-là? Quand je parle d'éducation, je veux dire, on parlait tout à l'heure des femmes à des postes de responsabilité, à des postes donc de décision et tout ça, mais derrière, est-ce qu'elles sont éduquées, est-ce qu'elles sont préparées à faire face à cela? Je discutais avec une magistrate de la Cour des comptes aujourd'hui en demandant, mais est-ce qu'au niveau de la Cour des comptes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Elle m'a dit, il y a pas mal de femmes, en tout cas au niveau de cette institution-là. Et quand vous me parlez d'éducation, ce n'est pas propre aux femmes seulement. Oui. C'est vraiment, pour moi, il y a besoin d'éducation sur cette thématique-là, que ce soit sur la lutte contre la corruption, que ce soit sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Exactement, même l'éducation financière également. Financière. Et moi, ce que j'essaie de faire avec les femmes et les jeunes dames, c'est de surtout organiser des événements avec le cabinet que je dirige, avec d'autres associés. Des formes de sensibilisation. Et on rappelle que c'est demain que vous organisez votre... Exactement. Ouais. On a G2RC, donc Global Governance Risk Compliance, qui organise une activité demain, où on va parler des métiers de la lutte contre la corruption. Ça sera où et à quelle heure? Au plateau de Caen, à l'hôtel Roberts, à partir de 8h30. Et pour parler de ces métiers, on a la conformité, mais on a également les enquêtes. Donc, moi, je suis enquêtrice aussi au niveau d'une ONG internationale, parce qu'on a des dénonciations qui sont faites, mais il faut investiguer, clarifier si les allégations sont fondées ou pas, parce que c'est ça aussi qui fait l'efficacité de la lutte. Exactement. Si on permet de dénoncer, qu'on ne fait rien derrière, qu'on ne fait pas de traitement, ben les dénonciateurs... Vous travaillez avec les ministères, vous travaillez avec le gouvernement ivoirien? Alors, pour la lutte contre la corruption? Alors, j'ai été consultante à un moment donné pour certaines autorités ivoiriennes en charge de la lutte contre la corruption. Mais maintenant, je développe plutôt mes activités dans le cadre du cabinet G2RC. Madame Mariam Djibo, je me tourne vers vous pour la dernière question de cette émission. Les femmes aujourd'hui, nos mamans, nos sœurs qui sont à Abidjan, mais également dans le monde rural, parce qu'on les regarde un peu partout, vous regardent et se disent, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Et ça va être la question de fin. Merci. Je pense que c'est important déjà qu'on comprenne qu'avoir un compte bancaire, il y a une vraie équation entre avoir un compte bancaire, avoir des moyens pour développer son activité, pour protéger son activité, et ensuite avoir un pouvoir de décision dans son foyer, dans sa communauté, dans la société. Et donc il est vraiment important, déjà je les encourage à venir pousser les portes des institutions. Donc mes confrères et moi, on essaie vraiment de les pousser à ça, mais qu'elles poussent la porte d'Advance Côte d'Ivoire plus particulièrement. Et ensuite, une fois je veux les encourager, je dirais, à épargner. Je pense que c'est vraiment important. Comme je disais tout à l'heure, on manque de fonds souvent pour financer les projets de démarrage. Mais si jamais vous-même, vous avez épargné un petit peu chaque mois, eh ben, tout à coup, il y a un monde des possibles qui s'ouvre au niveau du financement. Et nous, on va compléter cela pour vous apporter, pour leur apporter les moyens, enfin, je veux dire, le reste des moyens
nécessaires pour développer l'activité ou arriver au niveau où elle souhaite. Et vraiment, ça nous tient à cœur, cette mission-là. Et voilà, on mettra tout ce qu'il faut pour y arriver. Et voilà. Vos agences, je vous fais un peu de pub, hein, comme j'en ai fait à Mariam Traoré. Donc, une petite pub, vos agences sont un peu partout en Côte d'Ivoire. Voilà, partout en Côte d'Ivoire, 40% à Abidjan, le reste à l'intérieur du pays. C'est gratuit, je fais un peu de pub, là, comme ça. Je suis un peu gentil quand même. Puis après, vous passerez nous voir à Live TV pour qu'on puisse vous accompagner de façon formelle pour la promotion encore plus. Avec Merci plaisir. beaucoup, Merci mesdames. beaucoup. Merci à vous. Heureux calendrier de prénoms. Hein. Mariam. Le Mariam sur le plateau, c'était très joli. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur notre plateau. Merci. Réna et Edith, merci également. Merci à toi. D'avoir été dans notre compagnie. Je rajoute à ces salutations-là celles de nos équipes techniques éditoriales qui vous souhaitent donc de passer une bonne fin de programme. André Bois vous retrouve juste après pour Immersion. Nous, demain, nous serons en compagnie d'autres femmes. Je peux vous dire, est-ce que j'ai le droit en tout cas toute la semaine, en raison de ce que vous savez, évidemment. de cette célébration. En fait, pendant les que je droits vous de la parler, femme. quand Qui n'est je pas suis en une train de parler, il y a fête, une hein. femme qui parle dans ma tête, en train de me dire, je l'ai dit, la journée, m'a dit, la semaine, l'après-midi, le mois, et même l'année, il n'y a pas de problème. On vous concède tout ça parce qu'on vous aime tant, mesdames. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous retrouve demain pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire et sur nos femmes.